Eh bien bonjour, nous sommes au Festival international des Jeux de Cannes et nous sommes avec Marc Clément, auteur sur le cabinet des murmures, édité par les 12 singes, mais aussi ici animateur de parties pour les 12 singes, chez le Graal, etc. Tout à fait, oui. Bon, donc il a perdu un peu sa voix, et un peu la voix Oui, baissée. force de maîtriser, forcément. Voilà, un petit peu. Donc, eh ben écoute, c'est l'occasion, parce qu'on en avait parlé il y a très longtemps sur GP, à l'époque, il n'y avait même pas encore la chaîne YouTube. La sortie du cabinet de murmures, on avait parlé pour les 12 singes. C'est l'occasion de nous rappeler ce qu'est le cabinet de murmures, parce que c'est quand même un jeu de rôle un peu particulier. Ah, c'est un jeu de rôle complètement atypique, oui. Ouais. Créé par Mathias Haddad, donc un auteur parisien et français, qui a créé ça effectivement en 2020 et que j'ai découvert complètement par hasard, enfermé à la maison pendant le confinement. Et voilà, j'ai découvert ça en scrollant sur Game on Tabletop. Le concept m'a plu parce qu'il a ce concept un peu particulier on joue un personnage, mais on joue en groupe. C'est-à-dire que tout le monde habite l'esprit d'un médium absolu et tous les esprits qui sont joués par les joueurs habitent dans le même corps. Donc impossible pour eux de partir à droite ou à gauche. Ils sont obligés de jouer en coopération. Il y a du compromis. Voilà. Il y a du compromis, il y a des clashs aussi, parce que des fois, les concepts d'esprit ne vont pas bien ensemble. Et donc, on est obligé, en fait, de trouver la balance, le compromis exact pour pouvoir découvrir le pourquoi de ce retour, puisque les esprits sont complètement amnésiques. Et il y a tout plein de secrets de jeu, puisque c'est une uchronie du 19e siècle. Donc, il y a les sociétés secrètes, il y a des cultes, il y a le spiritisme qui existait à l'époque et tout un tas de vieilles magies, de vieux grimoires dans lesquels on peut se plonger pour aller découvrir le pourquoi et savoir ce qui se cache derrière tout ça. Et Mathias, il avait créé une espèce il a restructuré une nouvelle structure politique en fait de ce 19e siècle. Il avait tout refait. Bon, c'est un peu. Alors, ça me fait vraiment penser. Oui, c'est vrai, c'est du chronie, mais ça reste quand même très réaliste au niveau c'est très assis sur la réalité. Oui. Voilà, donc il y a aussi un côté un petit peu, enfin ce que je trouve moi, tu me diras si je me trompe pas, un petit côté mélange de pieds sur terre avec l'univers autour et ce concept complètement étrange où on habite le corps. Et d'ailleurs, ce corps, qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est qui ce corps? Alors, ce corps, c'était un médium, quelqu'un qui était capable de voir et de parler aux esprits sans même s'en rendre compte. Et du jour au lendemain, il se retrouve habité. Voilà, donc c'est très schizophrénique. Est-ce qu'il le sait? Tout le monde, oui, il le sait, il s'en rend compte. Et il va partager son corps avec ses esprits qui l'habitent. Et découvrir, en fait, le pourquoi. Parce qu'en fait, personne ne sait réellement ce qui se passe dans l'ombre. Et c'est un jeu à secret, véritablement un secret occulte. Donc, il faut savoir que pour l'écriture, on se base sur des manuels anciens. C'est-à-dire qu'on a ressorti des vieux grimoires qui ont été écrits par Aleister Crowley, par tout un tas d'auteurs de l'époque, notamment aussi le livre des esprits d'Alan Kardec. Et on se base sur des sources réelles et notamment beaucoup de sources venant aussi des religions. La Torah, la Kabbale, le christianisme. Donc on essaye de trouver véritablement, et c'est ce que tu disais dans cette uchronie, vraiment un fondement de vérité historique de ce qu'on a pu voir pendant le 19e siècle. Et on s'en sert allègrement pour pouvoir écrire et apporter cette touche de réalisme. Même si, au final, les grands gagnants, ça reste quand même l'Empire des Aigles, la France, puisque Napoléon a vaincu l'Europe. L'Angleterre est devenue un département français. Enfin, non, je plaisante. Voilà, et que les Amériques sont obligés de compter sur la France. C'est vraiment une puissance mondiale qui a tendance en fait à être un peu maintenant disputée puisque Napoléon est mort. Napoléon II, qui n'avait pas vécu dans notre monde réel, a pris la suite. Mais on est en 1881, c'est la fin de son règne et il y a pas mal de mouvances émergentes qui veulent renverser le pouvoir. Donc les monarchistes, les légitimistes, le socialisme qui arrive, l'anarchisme, le féminisme. On a des tendances nouvelles, le syndicalisme qui veulent renverser le pouvoir. Donc on est dans une espèce de flottement entre une dictature assumée de la part des bonapartistes et de l'autre côté un monde qui a envie d'évoluer et d'aller vers le futur. En fait. Voilà. Et est-ce que les joueurs ont une influence sur cette évolution justement de société? Alors,
On va pas aller trop loin dans Non. le secret du jeu, mais comme je l'ai dit, c'est une époque qui regorge de sociétés secrètes. Et il y a des sociétés secrètes qui manipulent dans l'ombre l'évolution du monde. Et forcément, les esprits vont eux-mêmes être confrontés à certaines de ces sociétés secrètes. Une en particulier qui s'appelle la Missio Interitus, la mission de destruction. Et ils vont devoir se confronter à eux, et c'est ce qui va un peu façonner l'avenir du monde, et peut-être l'amener vers un futur beaucoup plus éclairé, ou pas. Ouais. D'accord. Donc ici sur les salons, tu présentes ce jeu à peut-être des personnes qui ne connaissent pas du tout le cabinet des murmures. Tout à fait, oui. Alors comment tu arrives à un jeu de rôle aussi atypique au sein d'un endroit aussi bruyant, on dirait nous, à faire passer ton message en fait, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Les gens en général quand ils s'assoient au jeu de rôle maintenant dans une convention comme ça, partir dans l'occultisme, le spiritisme, c'est assez compliqué. Alors c'est très compliqué, effectivement. Généralement, je prends un créneau de 2 heures, une demi-heure d'explication du monde, assez rapide, et puis après, je leur fais jouer in media res, directement dans l'action. Ils sont dans le cabinet des murmures, ils ont choisi leur personnage, ils vivent une situation atypique, ils sont bloqués à l'intérieur avec le médium, ce qui ne peut jamais normalement arriver, parce que quand le médium laisse le corps, un des esprits prend sa place et disparaît du cabinet des murmures. Ben là, ils sont tous dans le cabinet des murmures et ils sont bloqués. Et ils vont devoir faire appel à leurs souvenirs pour pouvoir débloquer la situation et trouver le moyen de réanimer le corps et de pouvoir découvrir ce qui se passe derrière. Certains doivent transpirer un petit peu, non? Oui, il y en a qui transpirent. Oui. Non, c'est un jeu quand même qui est assez déjà qui a plusieurs années, donc il est arrivé à maturité, on peut dire. Hein, oui, tout à fait. Oui. Il y a pas mal de choses disponibles qui sont. Toi, tu écris pour des suppléments qui vont. Il y a la campagne qui a eu lieu. Alors, elle a eu lieu l'année dernière. Voilà. 4 suppléments, 2 hantises qui sont de la campagne. Donc, il y a pas mal de scénarios qui ont été écrits. Et moi, j'ai écrit sur 2 suppléments qui sont Les Dévoreurs et Le Grimoire. Le Grimoire, j'en parlais tout à l'heure, on a utilisé les vieux grimoires du 19e siècle. Et on s'est inspiré de ça parce qu'il y a de la magie aussi dans le cabinet des murmures. Donc c'est une magie, donc on oublie les boules de feu, on est sur une magie ritualiste un peu ancienne. Et il y a aussi les Dévoreurs qui sont l'un des secrets du jeu. Les masters ont déjà un aperçu dans le livre de base. Et on décrit tout ça. Tout ce qui est la mission Interitus et les Dévoreurs dans ce supplément et pas mal de choses à découvrir. Donc c'est un secret évolutif, c'est-à-dire qu'un meneur de jeu, il achète au début le pack de base, il sait pas tout non plus encore. Non, il sait pas tout, mais il peut largement jouer. Voilà. D'accord. Puisque dans la partie de la section du maître de jeu, il y a tout qui est expliqué en fait. Donc après, oui, il peut avoir des avis qui divergent un petit peu, mais c'est pas grave. D'accord. Voilà, c'est pas grave. Il peut déjà jouer. Ok. Donc il y a 2 méthodes pour jouer. La première, celle que Mathias aime beaucoup, c'est de faire vivre des histoires. Donc à chaque fois, un médium et des esprits prétirés pour jouer une histoire. Et moi, je préfère le mode campagne. Parce que le mode campagne, ça te demande un travail d'écriture en arrière-fond pour écrire les backgrounds des joueurs, pour leur faire redécouvrir et au fur et à mesure des scénarios, faire perdurer et qu'ils comprennent pourquoi leur retour, comment ils sont morts, qu'est-ce qu'ils ont vécu et quelle est leur place dans cette nouvelle chance qui leur est offerte. Et au-delà de la progression du personnage, de ses souvenirs, est-ce qu'il y a une évolution du personnage? Effectivement, il y a tout un système de points d'expérience, comme dans un jeu classique où on va pouvoir en fait développer son esprit, mais aussi le corps. Du médium. Et la partie corps, c'est en commun, comme le reste du jeu. Chacun des joueurs va prendre un peu de ses XP et les injecter dans le corps, en groupe, en se disant, tiens, on va augmenter des contacts, on va augmenter des caractéristiques physiques et ce genre de choses. C'est une SARL charnelle. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est très schizophrénique. Oui, je m'en doute. Mais c'est assez marrant, d'autant que ça donne des moments épiques parce qu'en de roleplaying. On parle des antagonismes du point de vue des esprits, mais il peut aussi avoir des divergences avec les joueurs. Totalement. Ça peut être amusant, ça. Et moi, j'adore quand je fais jouer, mettre vraiment des personnages divergents. Par exemple, là, sur les initiations que je fais ici, parmi les esprits, j'ai un Apache, donc un membre de gang, parisien, et j'ai un policier, un inspecteur de police dans le même corps. Donc j'imagine déjà les antagonismes de décision qu'il peut y avoir entre 2 personnes qui ne voient pas la vie de la même manière. Alors j'imagine que juste à cause de ça, la mécanique elle est très roleplay, elle encourage le roleplay. Tout à fait, ça encourage le roleplay, le partage, la communication.
La mécanique, vraiment les jets de dés, tu veux vraiment la Ouais. technique. C'est survol quand même, Voilà. le principe. Les principes, les esprits représentent tout ce qui est mental et social. Ouais. D'accord. Le corps représente ce qui est physique. Il y a au centre de la table l'arbre de vie qui représente en fait tous les milieux sociaux et mentaux, toutes les sphères. Ça va être l'intelligence, le savoir, le courage, la sérénité. Les joueurs en fait vont évoluer dans le mental et dans la discussion pour pouvoir faire vivre l'aventure. Ok. Et on va même utiliser le méta-jeu. Ça, c'est un des points forts, je trouve, du jeu. Parce que dans une partie classique, quand il y a un joueur qui dit je regarde derrière moi voir si on est suivi, généralement, tu as tous les autres joueurs à la table qui disent moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ouais. Bon, généralement, on leur dit non, vous pouvez pas. Oui, mais j'avais l'idée aussi, j'ai pas pu la dire avant. Ouais. Bon, on peut pas leur refuser au final. Ouais. Voilà. Ben là, si le comédien regarde derrière lui, tout le monde fait le jet de perception. D'accord. Il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul qui réussisse Ouais. pour que tout le monde voit. Ouais. Si demain on rencontre un personnage non joueur qui va délivrer une info, finalement, à une table classique, je vais donner l'info au joueur 1, le joueur 2 va peut-être l'utiliser, alors que le joueur 1 ne lui a pas On donné. n'a pas mis, ouais. Mais là, vu qu'on est tous dans le même corps, Ouais. Y a tout plus le de monde problème. l'a. Ouais. Voilà. Ouais. On découvre une lettre, un indice, tout le monde l'a. Ok. Voilà. Il n'y a qu'un moment donné dans le jeu où il y a du secret qui s'impose. C'est au moment où ils sortent de l'arbre de vie, qu'ils vont dans leur jardin secret. Là, ils accèdent à leurs souvenirs d'antan, qui peuvent être des éléments d'enquête Ouais. du scénario en cours. Là, ils sont pas obligés de les révéler. Parce qu'ils sont seuls dans leur jardin secret. C'est le seul moment. Ouais. Maintenant, à voir s'ils partagent eux-mêmes les infos. Ouais, d'accord. Voilà. Sachant que les souvenirs, on en a de 1 à 3 dans une partie. Ouais. Et ça peut être mélangé entre les souvenirs personnels et les souvenirs d'enquête Ouais. qui vont avoir un impact direct sur le scénario. D'accord. Donc la Ouais. personne qui me dit un pense à regarder ce qui est derrière lui, donc tout le monde fait le jet, mais c'est un jet de quoi? Donc ça va être un jet de attentif. Ouais. Donc c'est un des aspects de l'arbre de vie. Plus un aspect, il y a 3 aspects. Donc l'intuition, la raison et le physique en fait. D'accord. Tu Et il y a des acquis qui sont des sortes de compétences. Ouais. Voilà. Ça va être de la vigilance, ça va être du bagou, mais ça va être aussi des aspects de milieu. C'est-à-dire milieu police, par exemple, te permet d'avoir des contacts, te permet aussi de savoir mener une enquête, un interrogatoire, connaître l'administration de la police. En fait, tout un tas de choses. Ouais. Voilà. Et donc, tu vas jeter des D6 qui correspondent à ta caractéristique principale. Tu vas garder le meilleur et tu vas rajouter les aspects, aspects et acquis pour atteindre un seuil de difficulté assez classique. Au demeurant, simple, c'est du D6. Ouais. Voilà. Le maître de jeu ne jette jamais de dés. Même ses PNJ, les PNJ, c'est des seuils de difficulté à atteindre pour défendre, etc. Ça devient... D'ailleurs, c'était un peu avant-gardiste en 2020, parce qu'il y a de plus en plus de jeux qui font ça maintenant. Sauf que certains PNJ peuvent avoir des lancers de dés. Et là, je reprendrai une phrase très célèbre de Gandalf. C'est à ce moment-là qu'il faut fuir. Fuyez, pauvre fou, parce que ce sont des PNJ vraiment puissants et importants. Donc, si ma sœur jette des D6, fuyez. Voilà. Donc, la mécanique est très simple. Voilà, et il y a tout un tas de petites subtilités où on va jouer sur l'énergie corporelle des esprits pour utiliser des pouvoirs. Tous les esprits ont des pouvoirs de poltergeist, de lévitation et autres qu'ils vont pouvoir utiliser même s'ils n'ont pas forcément le contrôle du corps. Donc, ils vont puiser dans leur énergie personnelle, le périsprit, qui va être dépensé. Donc, il y a 2 manières, soit chacun a son périsprit sur la fiche, soit on le met dans un pot communautaire. Alors moi j'aime bien cette version. Et tout le monde peut piocher dedans pour utiliser. Mais quand on arrive à la fin de la jauge de périsprit, les esprits vont disparaître les uns après les autres, être complètement annihilés et disparaître. Donc ils vont devoir faire des actions dans le monde matériel pour pouvoir recharger cette jauge de périsprit. Et le ressenti quand tu fais jouer des parties comme ça, c'est toujours, il y a tout type de public qui apprécie le jeu, ou c'est vraiment des gens qui sont plutôt intéressés vers les jeux de rôle un petit peu cérébraux, on dira. Au niveau, quand tu fais un petit bilan comme ça, tu le ressenti des gens au niveau, quel est le client, j'aime pas trop le mot, hein. Quel est le joueur type, allez, on va dire, qui joue au Cabinet des Murmures. Moi, j'ai vu que c'était souvent très féminin. Alors, il y a pas mal de public féminin. Effectivement, il y a
toutes les strates de joueurs en fait. Alors les plus anciens joueurs, et bon, désolé messieurs, qui sont sur des systèmes beaucoup plus simulationnistes, en règle générale ont du mal. Parce que c'est pas leur personnage, ils font pas ce qu'ils veulent. Voilà, il y a cette nouveauté en fait, les empêche de s'exprimer. Voilà, donc vraiment les joueurs simulationnistes en règle générale ça accroche pas. Beaucoup de jeunes, de joueurs un peu expérimentés, mais qui ont envie de tester des nouvelles choses, et qui s'intéressent beaucoup au roleplay. Donc pas mal de public féminin. Et un peu tout public, quoi. Hein. Voilà. Ça fait, faut le dire, on fait pas tourner les tables. C'est pas, on n'est pas dans le cliché. Ah non, on n'est pas du tout dans le cliché. On n'est pas du tout dans le cliché parce que c'est vrai que quelquefois, une fois j'ai discuté avec le cabinet Murmure, quand j'ai essayé d'expliquer un petit peu, parce que ça m'avait bien plu, on m'avait dit ouais, mais c'est du spiritisme. Alors quand je commence à parler d'Aleister Crowley et tout, ouais, on fait. Non, en fait, pas du tout. On est quand même. C'est quand même un jeu. Tu peux jouer de la politique. Ouais, voilà, exactement. Tu peux jouer des gens du tout venant. Tu peux jouer une lavandière si tu as envie. Tu peux vraiment tout jouer en fait. Une ouvrière, une Lisette. Tu peux jouer sur le combat social, la politique. Tu peux jouer sur l'ésotérisme. L'enquête, un peu à la Sherlock Holmes, parce que c'est l'époque. Donc tu as vraiment tout un tas de panels possibles de jeux grâce à cet univers. Bon, justement, c'est un univers assez particulier, donc il faut qu'il soit, je pense, pour un joueur débutant, même un MJ débutant, un peu encadré. Et au niveau des ressources, ça intéresse des gens à aller vers le cabinet Murmure. Les ressources qui existent au niveau scénario pour le cabinet Murmure actuellement, qu'est-ce qui existe? Actuellement, donc il y a le bouquin de base qui explique très bien en fait le système et l'univers, sans tomber dans les poncifs du genre. Hein. On effleure un peu tout, mais on explique assez pour pouvoir faire ce qu'on a envie. Dedans, il y a déjà un scénario. Okay. Après, il y a l'écran avec le scénario Quel bazar. Et il y a le guide de Paris, que j'aime beaucoup, en fait, ce guide de Paris. Parce que souvent, quand on fait un guide sur une ville, on en fait des caisses. Et on explique tel monument ci, tel monument là, et puis c'est rébarbatif. Et bon, au bout de 10 pages, on a oublié ce qu'on a lu à la première. Là, il est fait en 2 sections. La première, assez courte, où effectivement, on va expliquer certains lieux, on va expliquer un peu la vie du quartier en 1880. Une autre section, on va présenter quelques lieux importants, des PNJ, mais qui ont vraiment une importance dans l'histoire du jeu. D'accord. Donc du coup, c'est plutôt bien fait. Et donc, il y a un scénario qui s'appelle La famille coupée en deux, qui est une histoire de magicien, de prestidigitateurs. Et donc viendront ensuite 2 livres, donc Antise 1 et Antise 2, où dedans, en fait, il y aura toute une campagne avec plusieurs scénarios à l'intérieur qui amèneront les gens même au-delà de la France. D'accord. Voilà. On va quitter les frontières françaises. Ah oui, on va aller voir un peu du pays. Pourtant, ils sont larges, parce que bon, c'est un empire français qui est... Eh oui, tout à fait. Alors, justement, on parlait de cet empire français, c'est une chronie. Ce Paris qui est décrit dans le guide de Paris, il doit avoir des choses différentes du Paris de 1880 qui existait. Est-ce qu'il y a des monuments en plus? Il y a eu du travail qui a été effectué là-dessus, parce que bon, Napoléon a gagné, Napoléon II est là, il est en fin de règne, donc forcément, il y a un petit changement. Alors, il y a des changements, puisque, par exemple, tout simplement, le mur d'enceinte de Paris est bel et bien là, il y a un couvre-feu la nuit, donc on ferme les portes, il y a des changements, puisqu'il n'y a pas de Prussiens. Il n'y a pas de Prussiens. Donc il y a des changements, et puis il y a même des changements dans la technologie. Puisque, vu qu'on a découvert le secret du périsprit, ça a dépassé le pouvoir de l'électricité. Donc l'électricité est vraiment quelque chose de commun. Mais du coup, les lampes à gaz qu'on pouvait avoir sont des lampes à périsprit. D'accord. Et on a tout un tas d'objets technologiques, voire même on peut avoir des robots. Voilà, tout à fait steampunk. Bon, ils sont assez rares quand même en jeu, mais c'est une possibilité. Puisque le périsprit le permet, il y a même des ailes volantes qui ressemblent un peu aux ailes volantes de Vinci, qui est utilisée par les militaires pour pouvoir surveiller Paris, pour voler en fait au-dessus de la capitale et qui utilise un moteur à périsprit. Donc le périsprit est vraiment très utilisé il y a un petit côté dans le jeu. Fantasmagorique quand même. Voilà, fantastique, un peu steampunk, voilà. Donc on peut mettre l'accent ou non sur ce qu'on a envie, voilà. Donc pas mal de choses à faire. Tu le vends très bien. Hein. Moi, j'espère. Non, c'est vraiment un jeu. C'est vraiment un jeu que j'ai aimé. Enfin, moi, je suis joueur depuis les années 80. Commencé avec la Nuit Noire, Donjon, les grands classiques.
Et puis un jour est arrivé, un copain, il était monté un GN en Angleterre, il a ramené Vampire la Mascarade. Et là, je suis tombé en fait amoureux des jeux à narration. J'ai suivi Vampire pendant très longtemps. Ça m'a déplu pour son côté super-héros sur certaines éditions. Donc je suis resté un peu sur la V1, voilà, sur au moins l'ambiance, que j'ai redécouverte sur la V5. Et puis, mon deuxième coup de cœur holistique, c'était le Cabinet des Murmures. Et quand je le dis, c'est vrai. Je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu. Et à tel point que pour écrire, ça a été très facile parce que quand on aime vraiment quelque chose, les idées viennent, l'écriture est là. Voilà. Eh ben, je te remercie d'avoir d'être venu ici pour parler du Cabinet des Murmures, parce que c'est un jeu qui mérite qu'on parle beaucoup de lui. Oui. Il est bien porté par les 12 singes, ça c'est bien. Franchement, donc ils doivent apprécier. Oui, En même temps, c'est une maison d'édition au top. Franchement, ils sont petits oignons. C'est vraiment une équipe au top. Et ils aiment les produits, justement. Ils aiment les produits qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Oui, aussi. Donc, forcément, le Cabinet des Murmures, c'est parfait. C'est souvent des produits de cœur. Ils étudient les produits et se disent, waouh, c'est génial. Et puis, puis on y va. Okay. Voilà. Eh ben, écoute, merci d'être passé nous voir. C'est avec plaisir. Puis n'hésitez pas si vous avez envie de tester. Je suis là-bas tout le week-end. Nous, on est là-bas, on est ici tout le week-end, donc c'est un peu compliqué, mais. C'est ça. Bonne continuation. Merci. Bon courage parce que. On va essayer de préserver la voix surtout. Je sais que les animations dans les conventions c'est très compliqué. Je connais et avec le bruit, etc. Les joueurs ont du mal à se concentrer avec. Mais on fait quand même découvrir. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Écoute, merci et à bientôt. Merci, à bientôt.